Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Aujourd'hui on va parler de manga, mais pas de leur histoire, pas de leurs auteurs, ni même de leurs adaptations. On va parler d'un sujet beaucoup plus concret, terre à terre même. Nos bibliothèques, ou plutôt nos mangathèques en l'occurrence, parce que quand on commence à lire des mangas, tout est simple. On a quelques tomes posés sur une étagère, parfois une petite pile sur un bureau, puis ça suffit. Mais avec les années, ça s'accumule, les formats se multiplient, les éditions collector arrivent, et là, il faut bien se dire, on est envahi, il y en a partout. Et à un moment donné, il faut bien se poser la question, comment on organise tout ça ? Est-ce qu'on classe ces mangas par ordre alphabétique, par éditeur, par auteur, par genre ? Est-ce qu'on privilégie l'esthétique ou l'efficacité ? C'est beaucoup trop de questions. Mais avant d'y répondre, à partir de quel moment le rangement de ces mangas, ça devient un sujet ? À partir du moment où il y a tellement de piles que tu peux plus passer. Un chiffre, Cagnard, un chiffre. Combien de mangas ? Je dirais à partir d'une bibliothèque. En fait, quand ta première bibliothèque, ta Billy, elle est pleine, et que là tu dois envisager une deuxième bibliothèque, c'est là que ça commence à devenir un problème de géométrie, de finance, d'esthétique. Pour moi, c'est à partir d'une bibliothèque. Alors une Billy, c'est une bibliothèque Ikea, on va dire classique. N'insulte pas nos auditeurs, ils savent tous très bien ce qu'est une Billy. Aujourd'hui, donc, on vous parle de tout ça, et puis on aborde aussi des questions auxquelles on ne pense pas forcément au début. L'humidité, la lumière, la conservation des livres, parce qu'une mangathèque, c'est pas simplement un rangement, c'est aussi une collection. Cette semaine, on décortique nos mangathèques dans la 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Vous êtes en train d'écouter la 5e de couve, le seul podcast où on peut découper, charcuter, dépecer, ranger des mangas pendant des heures. Vous pouvez écouter cette émission en rangeant des mangas. Ah, tiens, je vais ranger, je vais tout refaire. Allez, hop là. Ça, vous pouvez par exemple. Bonjour à tous, Julie et Cagnard sont avec nous aujourd'hui autour de la table. Vous êtes plutôt rangement méthodique ou chaos organisé ? Bonjour, moi c'est chaos quoi. Chaos désorganisé. Voilà, pas forcément organisé. Je pense que nos auditeurs le savent maintenant, mais oui, je suis la team, je fais des piles et ça me sert de tabouret. Je suis de la même famille, le chaos. Chaos absolu. Je sais qu'on est tes antithèses parfaites, Maxime. Oui. Mais attendez, une fois que vous avez fait 4 piles, est-ce que vous mettez genre une planche à découper au-dessus pour faire une table ou Ça peut, honnêtement, en fonction de la planche de bois, ça peut. Très bien, si vous nous découvrez seulement maintenant, nous sommes la 5e de couve, le podcast Manga Hebdo depuis maintenant plus de 10 ans. Donc scrollez dans vos applis podcast, il y aura toujours une émission pour vous. Notez que on a quelques soucis avec Deezer en ce moment. Oui, parce que a priori on a disparu de Deezer, mais on est réapparu ailleurs dans Deezer. On ne peut pas l'expliquer. C'est les multidimensions Deezer. Tout à fait. Donc si vous êtes sur Deezer, recherchez-nous à nouveau si jamais vous nous avez perdu et que vous écoutez cette émission sur une autre appli podcast et en vous disant ils ont pas disparu, ils sont encore là. Non, on est encore là vraiment. C'est juste qu'on on change de place sur Deezer, on vogue. Merci à tous, en tout cas, de nous soutenir en écoutant cette émission. Si vous aimez ce qu'on fait, laissez un commentaire, une note, écrivez à 10h pour nous ou partagez l'épisode autour de vous. Ça nous aide énormément à faire découvrir l'émission. Vous contaminez autour de vous, vous passez le virus de la 5e de couve, le virus de manga à votre entourage. Vous leur toussez dessus, tout ça, c'est très très important. Vous passez d'abord le manga et après vous passez le podcast. Ou en fait non, dans les deux sens, ça marche aussi. Ouais, on peut faire les deux. Super cadeau d'anniversaire. Exactement. Un manga plus le podcast de la 5e de couve. Parfait. Allez, je vous donne un code promo, c'est Cagnard50. Pardon. N'as-tu pas honte ? Et vous pouvez l'écrire comme vous voulez. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui concerne absolument tous les lecteurs de manga, la mangathèque. Comment on la construit, comment on la range, comment on la fait évoluer quand elle devient un peu trop grande. On va se poser beaucoup de toutes ces questions. Et on commence donc par le lieu et le meuble, la base de toute la mangathèque, de toute mangathèque. Lieu, on a tous commencé par le même, non ? On a tous commencé par la table de nuit, la chambre. Oui, évidemment.
On va être un peu plus précis que ça parce que évidemment moi ça a commencé dans ma chambre, j'imagine que la plupart des gens ça a commencé dans leur chambre. Maintenant il faut aussi partir du principe, je vais mélanger ça un petit peu aux collections de bandes dessinées, il y a aussi plein d'enfants qui ont grandi avec des bibliothèques qui étaient déjà préexistantes, des collections de leurs parents mais qui sont aussi plus ou moins leur collection quelque part, et ça va être de plus en plus le cas maintenant avec le manga aussi, tu vois, tes enfants Julie, tu sais très bien que les mangas ne t'appartiennent plus seulement. Tu sais très bien qu'ils leur appartiennent aussi. Oui, après, effectivement, je pense... Moi, j'ai jamais eu de table de nuit. Maintenant que j'en ai une, c'est une catastrophe. Parce que je ne peux pas accéder. C'est pour ça que tes parents ne t'en donnaient pas. Voilà, c'est ça. Et que ta table de nuit est l'intégralité de Jujutsu Kaisen aussi, on peut le dire. Oui, voilà. Mais non, mais là, en ce moment, qu'est-ce que... où est-ce que ça commence? Effectivement, ça peut commencer dans les chambres. Ça peut... Moi, je pense, oui, qu'il y a des espaces communs dans les familles où tu peux aller piocher jusqu'à un certain âge, évidemment. Et c'est ce que... Oui, donc c'est pas forcément la chambre pour moi, mais bon. Tu vois, par contre, bizarrement, mon premier souvenir, mais la première fois que j'ai pris conscience que j'étais en train de démarrer une collection, ça reste ce souvenir de quand j'étais gosse et que j'avais 5 mangas dans ma toute petite bibliothèque. C'était pas du tout une Billy, c'était vraiment un truc avec 2 étages. Et tu sais, j'avais quoi en 5 tomes, je devais avoir 3 séries différentes. Et tu sais, je les rangeais, je les re-rangeais, je les re-rangeais, je les regardais beaucoup. Et ça, c'est vraiment pour moi un truc de souvenir d'avant, tu vois. C'est quelque chose que je fais beaucoup moins maintenant. Mais limite, le moment où je profitais le plus de ma collection, en fait, c'est quand cette passion a démarré, en fait. Et quand on n'avait pas beaucoup, en plus. Et que t'en avais pas beaucoup, évidemment. Parce qu'après, évidemment, en grandissant, on a le premier appartement ou la première chambre étudiante ou studio, et là on commence à en mettre un petit peu, et puis ensuite on grandit, on a une pièce de plus, un salon, et alors là, arrivé à l'âge adulte, on peut enfin mettre des mangas dans son salon. Est-ce que mettre des mangas dans son salon, c'est vouloir afficher sa collection pour vous? Oui. Est-ce que c'est, tu vois, tu l'assumes et tu dis au monde, à tes amis, à ta famille, oui, j'aime les mangas, regardez, ils sont dans mon salon et ils sont beaux. Oui, et puis en plus, c'est toujours des bons sujets de conversation. S'il y a des gens que tu connais pas bien qui viennent chez toi, ils vont te dire « Ah, mais ça, je le lisais quand j'étais gamin. Ah, je connais, on m'en a parlé au boulot. » Enfin, tu vois, et ça peut commencer comme ça. On peut avoir des discussions marrantes. Après, j'ai aussi des copains qui regardent d'un œil suspicieux en me disant « Elles sont où les filles en petite tenue, tu vois, genre, pour eux le manga ça se résume à ça, et tu fais écoute, j'ai une très bonne série, ça s'appelle Berserk, mais non, c'est voilà, donc je pense que oui, ça fait partie du plaisir de partager les lectures qu'on a, quoi. Moi j'ai eu ce truc, tu vois, chez mes parents, collection évidemment dans ma chambre, et quand je suis parti de chez mes parents et que j'ai aménagé avec ma petite amie de l'époque, les mangas n'avaient pas le droit d'être dans le salon parce qu'ils trouvaient que ça faisait mauvais genre. Donc on avait une autre chambre, tu vois, une autre salle où du coup les mangas étaient rangés là, mais c'était quand même fair enough, on va dire, parce que c'est bouquin de psychologie aussi. C'était pas en mode genre c'est les mangas que je déteste, je veux pas en voir. C'est plus les livres, elle trouvait que ça ne faisait pas bien dans une ambiance salon, tu vois. Donc je me suis réprimé pas mal d'années. Mais en même temps, je développais, tu sais, la salle de lecture aussi quelque part. Ça, c'était un confort de fou d'avoir la salle de lecture. Et alors, justement, t'en parlais, la chambre d'amis bibliothèque, ça c'est aussi un classique. Ouais, ça s'appelle plus vraiment chambre d'amis. Au bout d'un moment, c'est plus la pièce, la bibliothèque. En tant que collectionneur, tu te dis... Donc tu es à plusieurs, on va dire, dans une famille. Tu commences à vendre l'idée de la chambre d'amis, mais bien sûr. On pourra mettre la bibliothèque, comme ça elle sera pas dans le salon. Et ça devient peu à peu ta bibliothèque, cette chambre d'amis. Non, moi, c'est mon bureau / chambre d'amis / bibliothèque. Et encore, je veux dire, c'est une partie de la bibliothèque. Parce que le reste est dans le salon et dans la chambre des enfants. Après, tu vois, à l'époque, il n'y avait pas les mangas et les BD, parce que j'avais déjà un petit peu de tout à l'époque. Mais du coup, à chaque fois que quelqu'un venait chez moi, voulait visiter la chambre alors que en vrai je pense que j'avais 2 bibliothèques ou 3 bibliothèques, tu vois, j'ai jamais rempli la pièce avec les mais les gens étaient fascinés par cette idée de je veux voir la pièce à manga, était là, non mais c'est une pièce où il y a 3 bibliothèques, ça s'arrête là, tu vois, mais il y avait cette curiosité de dire tu sais le côté bibliothèque municipale, tu vois, je veux aller voir la bibliothèque municipale du coin. Et puis avec le développement du télétravail ces dernières années, il y a aussi évidemment la pièce bureau
bureau qui devient essentiel et pièce bureau, donc pièce aussi dans laquelle tu peux mettre tes mangas. Mais soyons encore plus terre à terre que ça. Est-ce que vous avez des préférences en termes de meubles ? Moi, par exemple, je suis très Ikea, tu vois, Oui. classique, comme beaucoup de monde, hein, mais je suis Besta. Ah oui, toi, t'as changé. Moi, je suis pas Billy, moi. Il est devenu adulte. Allez, c'est ça. Non, bah écoute, nous, c'est beaucoup Billy. Des petites Billy, des grandes Billy. Il y a des meubles qui sont censés être des jolis meubles, tu vois, un peu design, qui sont en fait bourrés à craquer de manga aussi. Et oui, on a eu un moment, comment dire, on a fait le choix de faire des placards intégrés avec des grosses étagères intégrées, tu vois. Et là aussi, en fait, notre seule comment dire, indication à la personne qui s'est occupée de faire ce meuble, c'était faut que ça soit un peu adapté au manga parce que on savait que ça allait être comment dire, le livre qui serait principalement rangé. Et en fait, je crois que la personne n'avait pas trop étudié la question de qu'est-ce qu'un manga, donc finalement, ça n'est pas très adapté. Après, t'en as d'autres, hein, t'as Le Roi Merlin et Conforama et ainsi de suite. Ils ont tous fait ces bibliothèques. En fait, l'avantage des Billy, des Besta, de toutes ces bibliothèques, c'est que tu peux gérer justement ce dont tu parles, la hauteur des étagères. Et donc, tu peux faire des étagères à manga petit format, à manga grand format et ainsi de suite. Ah là, c'est plus la profondeur en fait, qui est vraiment parce que moi je m'étais dit limite 2 rangées c'est encore jouable, mais là je peux en mettre jusqu'à 3 et ça devient un gouffre, tu vois, tu peux plus accéder à certains. On va revenir sur les rangées après, tu vois, parce que ça c'est un point extrêmement important, bien plus que le meuble, le nombre de rangées qu'on peut faire sur une bibliothèque. Toi Cagnard, t'es quoi, plutôt classique, étagère murale, meuble sur mesure? Je suis en mode Le Bon Coin. Je trouve que les bibliothèques, ça coûte beaucoup trop cher. Ça reste littéralement des planches en bois, et Le Bon Coin, Vinted et tout. Franchement, je prends à chaque fois mes bibliothèques là-dedans. Au final, la bibliothèque, elle te coûte 20 ou 30 balles. Et ça tient dans le temps. Souvent, tu sais, elles ont un vieux pet sur le côté. Le pet, il va absolument pas me déranger. Je suis pas non plus du genre à mettre des stickers, ça à décorer la bibliothèque. Je suis un peu récup. Je suis un peu récup là-dessus. Genre, je préfère mettre de l'argent dans les mangas que dans les bibliothèques. Mais du coup, la solidité, c'est un sujet, parce que moi, c'est pour ça que j'ai abandonné les Billy, justement, parce que les Billy, ça plie. Ouais. Ah bah oui, moi je sais que ça a été un vrai sujet, parce qu'il y a un moment, quand j'habitais dans le Nord, j'avais réussi à foutre une bibliothèque dans le salon de ma colocation. Tu vois, j'avais foutu une bibliothèque où dedans j'avais mis BD, manga et compagnie, et c'était une Billy de merde que j'avais déjà fait voyager 3 fois et compagnie. Et il y a une nuit, elle s'est écroulée. Elle s'est vraiment écroulée. Alors on sait que ces meubles, quand on les monte et qu'on les démonte et qu'on les remonte et qu'on les démonte, ils prennent cher. C'est pas bon, hein, c'est pas bon du tout. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'avoue que j'ai quand même, je me suis dit, oui, attends, non, le bois ne peut pas tout supporter dans la vie. Le bois ne peut pas supporter du papier a priori. Et là j'ai commencé à faire un petit peu plus attention, et effectivement au bout d'un moment les Billy, c'est très bien pour les shonen poche, tu vois, où là il y a pas de souci, tu peux en mettre, mais dès que tu commences à mixer les formats, c'est là que ça commence à partir en vrille, que tu commences à avoir une étagère qui est gondolée parce que tes bouquins ils sont trop lourds en fait. Mais la Billy pour moi ça reste vraiment, je dis du manga mais ça peut être du roman poche aussi, tu vois, mais pour moi c'est valable pour ce genre de bouquins. Et l'esthétique, ça compte à quel point? Tu disais que tu décorais pas tes bibliothèques. Vous êtes plutôt collection visible, collection plus discrète avec des petites portes? Non, moi c'est ouvert. Ça peut être un problème. Petite dédicace aux jeunes parents avec les petites mains qui viennent farfouiller dans les étagères qui sont à leur portée. Mais alors moi j'ai eu vraiment beaucoup de chance, c'est que mes enfants, j'ai dû leur faire trop peur, n'ont jamais saccagé mes livres. Ils n'ont jamais voulu s'accrocher à l'étagère puis fait basculer la bibliothèque. Ah oui, ils ont pris des cours chez Cagnard, au mur. Non, ça va, ça. Putain, mais quelle horreur. L'esthétique, je trouve que déjà, c'est compliqué, mais de toute façon, les couvertures de manga, c'est assez bariolé en général. Tu peux pas non plus t'attendre à avoir des choses hyper cadrées, hyper. Je sais pas, c'est pas vraiment un critère pour moi. On parlera de Marie Kondo un peu plus tard dans l'émission, mais je connais des gens qui ont même eu envie de ranger par couleur. Ouais, non, mais après, je peux comprendre, mais c'est moi, je sais pas, je trouve que c'est un peu
se donner beaucoup de mal pour peut-être pas beaucoup de soucis, quoi, de prise de tête. Moi, je suis très bibliothèque en bois. Parce que maintenant, je trouve que, tu vois, dans mon intérieur, j'aime bien que les bibliothèques elles résonnent entre elles aussi, tu vois. Je vais pas les prendre toutes en bois. Je vais en prendre 2 noirs et 3 en bois. Mais j'avoue que le côté bois, forcément, ça me donne le côté un peu plus bibliothèque, tu vois. Il y a le côté un peu plus noble en bois, là où justement les Billy, elles sont noires, elles sont blanches, tu vois. Et à un moment, j'ai eu besoin de passer à ça va être horrible ce que je vais dire, à la manière d'un vrai livre. J'avais besoin de vraies bibliothèques aussi, tu vois. Et une vraie bibliothèque, c'est couleur bois. Mais il y a des Billy Bois aussi. Il y a des Billy Bois. Il y a des poissons, des Ma bois première clairs. bibliothèque était couleur bois. Alors attendez, question très importante. Vous êtes pour le rangement des mangas de manière esthétique, bord avant de l'étagère, un peu de recul ou fond d'étagère? Quand tu as plusieurs rangées, la question ne se pose plus parce que tu utilises le maximum d'espace. Oui, tu veux dire que toi, ça même dépasse de l'étagère? Ça peut dépasser. Je sais que ça énerve certaines personnes. Bon, cagnard. Je dirais fond d'étagère parce que vraiment, si tu le mets tout devant, je trouve que ça fait cache-misère, quoi. Ça fait, tu sais, illusion de la quantité. Alors que non, en fait, il n'y a rien derrière. Il y a pas d'autres mangas. Donc, je plaque tout au fond. Tout au fond, ouais. Je plaque tout au fond. Ouais, non, il y a vraiment des gens qui préfèrent esthétiquement que ça effleure vraiment le bord et que ça soit bien tout lisse. Oh. Ouais, mais on va mettre 2 rangées dans ce cas-là. Oui, voilà. Bah non, parce que t'as pas la place forcément derrière. Mais si, tu sais que même si Sur ça les déborde un petit peu, c'est pas grave, ça va tenir. Ça va. L'important, c'est que l'équilibre soit respecté. Non, mais alors, il y a un seul truc, faut surtout pas que ça déborde de la bibliothèque. Ah bon? Bah non. Après, moi, esthétiquement, je n'accepte pas le débordement de bibliothèque. T'es loin. Non, parce que moi, une bibliothèque, une Billy, on va dire type chez moi, l'étage du bas. C'est les livres d'art, les catalogues d'expo, les trucs vraiment dans le stock. Oui, pour que ça tienne la bibliothèque pour pas qu'elle tombe. Bah oui, non mais après j'en ai beaucoup, il faut les bien les ranger, tu vois. Mais c'est une mesure sécurité qu'on devrait imposer dans chaque foyer qui a des bibliothèques de manga, je suis désolé. Évidemment, les livres les plus lourds en bas. Ah mais Lone Wolf and Cub, ils sont tous en bas. Oui, voilà. Les gros trucs, effectivement, tu les mets en bas. Et après, effectivement, tu as toujours ces étages un peu intermédiaires où tu as des grands formats, des formats un peu plus moyens, des livres qui sont pas forcément des objets livres, on va dire, qui peuvent être des pop-up, des machins, enfin qui sont un peu différents du manga que nous on aime, on veut mettre en avant dans ce podcast. Et après tu as effectivement les 3 derniers étages, c'est vraiment les petits formats, les petits tankobon, à la française, quoi, avec une rangée ou 2 selon ce qui est possible. Julie, elle nous a fait un truc tour céleste là, un peu quand même, non? Un peu. Et donc du coup, si j'essaye de vous classer dans des cases, Julie, toi tu serais vraiment dans le rangement pratique, et Cagnard, tu veux du pratique, mais quand même avec un peu plus d'esthétique. Oui, parce que ça reste mes bibliothèques, c'est le chaos de toute façon. Je pense que les auditeurs, ils auraient honte s'ils voyaient vraiment ma collection. Mais même si elle est chaotique, je veux qu'elle soit un minimum esthétique parce que, comme on l'a dit, c'est aussi un marqueur quand les gens viennent. Pas un marqueur, pardon, c'est pas du tout le bon mot. C'est une image de toi que tu renvoies comme ton intérieur, littéralement, tu vois. Donc je veux quand même que ça soit un minimum esthétique. Ah là là, d'accord. Non, parce que moi, je me rends compte à quel point je ne fais pas attention à ce genre de questions. Et non, mais c'est pas grave, en fait. Tout le monde voit sa bibliothèque comme il a envie, parce que finalement, ça nous représente quand même beaucoup, les bibliothèques aussi. Mais non, mais en fait, pour dire la vérité, donc, dans mon salon, il y a 3 grandes Billy. Et en fait, sur ces 3 grandes Billy, avec plein d'étagères, il y en a une qui est à mon mec. Et tout le reste, c'est moi qui ai colonisé avec mes mangas et mes bouquins. Et c'est pas grave, mais attention, justement, on y vient. Une mangathèque qui grandit, on fait quoi? On se sépare de livres ou on achète une Billy de plus, une bibliothèque sur le Bon Coin en plus? Qu'est-ce qu'on fait? Je dis que ça dépend de l'âge. Vraiment, ça dépend de l'âge. Je vais vous faire différentes tranches d'âge. Entre, on va dire 18 et 30 ans. Achetez, réfléchissez pas, tu vas vraiment, prenez tout, remplissez les bibliothèques. Après, quand t'es arrivé à la trentaine, c'est là que normalement ça commence à se poser bien. Et tu sais ce que tu fais à ce moment-là?
tu deviens créatif et tu fais. Mais dis donc, il y a absolument rien au-dessus de ma bibliothèque. Je dois pouvoir faire tenir 2 séries. Ah, moi, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me débarrasser de trucs, justement, en me disant non, mais ceux-là, tu les relis pas, en fait. Tu les relis pas et surtout, tu vas pas les prêter à quelqu'un, tu vois. Donc, vas-y, à partir de 30 ans, moi, j'ai commencé à élaguer de plus en plus. Et là, arrivé à ma 40e année, moi, c'est fini. Hein. Je suis passé en mode apocalypse. Et alors, à partir de quel déménagement vous avez perdu tous vos amis ou votre famille Aucun encore, hein, pour le moment. J'en ai perdu aucun parce que au final, j'ai la chance que, en fait, la grande majeure partie de mes mangas sont encore chez mes parents dans leur pavillon. Évidemment, ça les rend fous. Ils sont en carton, hein, ils sont pas en bibliothèque, ils sont en carton et tout. Mais du coup, en fait, moi, j'ai toujours jonglé avec. À partir du moment où j'ai quitté la maison familiale, j'ai toujours jonglé entre 2 et 3 bibliothèques. Donc, il n'y a jamais eu tant que ça à déménager à chaque fois, là où plusieurs de mes amis... on va parler de Joe directement, tu vois, où j'ai fait les déménagements et voilà, vache, je l'ai haï, quoi. C'était vraiment... Et pourquoi toutes les intégrales ensemble ? Il est lourd, le carton, du coup. Ah ouais, non, moi, technique, prenez des tout petits cartons, les cartons de vin, les cartons de caviste, et faites des petits colis, parce que après, ça peut devenir interminable, mais bon, on peut s'arranger toujours. Non, là, ça va encore à peu près, mais moi, je me rends compte que finalement, j'ai commencé à garder les livres finalement assez tard. C'est-à-dire qu'il y a une grande période dans ma vingtaine où finalement j'ai beaucoup été en médiathèque, j'ai beaucoup emprunté à des amis, mais je ne les ai pas achetés et je ne les avais pas avec moi. Donc j'avais aussi déjà des bouquins qui étaient des bouquins qui prenaient beaucoup de place, que j'ai gardés et qui font le bas de mes bibliothèques. Mais maintenant, effectivement, depuis une dizaine d'années, je pense, j'ai vraiment une mangathèque. Moi, j'ai des souvenirs de déménageurs où tu rentres un peu ce que t'as chez toi et tout ça, et donc tu mets carton de livres 110 à peu près, et le mec te dit bon, bah, ok, très bien, super, je pense qu'avec un camion ça suffit. Bon, bah, c'est lui. Il y a les meubles aussi après. Et le mec arrive, il fait ah, mais c'était pas un ordre de grandeur, c'était vraiment plus de 100 cartons. Ah, c'est le pire ordre de grandeur de la Terre. Pourquoi j'aurais menti, je sais pas. Oui. Mais toi, Maximilien, je crois savoir pourquoi tu poses la question, parce que moi j'ai fait quelques-uns de tes déménagements. Et c'est vrai qu'à l'époque, t'étais encore quelqu'un de sensé, t'étais quelqu'un d'à peu près logique humainement. Et tu vois, je me souviens pas m'être dit, ouah la vache, j'ai fait un déménagement de Maxime, il y avait que des cartons et compagnie. Par contre, ces dernières années, faut avouer que t'as un peu forcé quand même. Là, moi, je des gens. Je fais plus tes déménagements en tout cas. Je les fais plus, tu me les demandes plus. Et je ne demande plus à personne de les faire. Mais tu vois, parce que là maintenant, t'es arrivé à un point où t'as tellement de bouquins que tu dois faire appel à des professionnels en vrai. Bien sûr, évidemment, il y a un moment donné où c'est très important. Mais ce qui est très important aussi, c'est une rangée ou 2 rangées. Ah. Alors, Julie va nous faire naître cette idée de la 3e rangée. Je ne sais pas d'où cette idée peut sortir, de quel cerveau malade ça peut arriver. Mais parlons-en, point important, la profondeur des étagères. Est-ce que cacher des mangas, c'est une faute, ou est-ce qu'à un moment donné, il faut, parce que t'en as trop? Est-ce que la double rangée, c'est vraiment important? Ah bah double rangée à fond, vraiment, et j'en ai vraiment rien à foutre. La double rangée, de toute façon, je sais exactement ce qu'il y a derrière. Donc s'il en est besoin, je sais où il est. J'ai pas besoin de le voir absolument. Je suis pas abruti au point de me dire ah bah non, je l'ai plus ce manga. Ah non, il était derrière, merde. Moi, la double rangée, ce que je fais, c'est que je sépare les séries sur les 2 rangées. Comme ça, il y a toujours une des séries, la série est toujours en facing. Oui. Ouais, c'est malin ça. Le facing. Oui, déjà tu parles en termes de facing, c'est le bibliothécaire, libraire. Non mais écoute, nécessité fait foi, donc il faut si vous avez plus de place, il faut gagner un petit peu. Moi, ce qui me rend très triste, c'est effectivement de pas voir les rangées qui sont au fond. Donc je n'ai pas encore trouvé moi la solution. Je sais qu'il y a plein de gens très ingénieux qui font des petites cales, qui font des. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai une demi-étagère. Mais c'est trop bien. Qui remonte de je sais pas, 5 cm à la rangée derrière. Mais oui. ça, t'aimerais bien avoir ça, lui ? Oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que moi, j'avais vraiment une mémoire plutôt visuelle. Et le jour où on s'est beaucoup disputé,
avec mon cher et tendre, c'est vraiment le jour où il a rangé une de mes bibliothèques sans m'en avertir, tu vois. Il pensait bien faire. Et il a rangé plein de bouquins et j'étais perdue. Je ne savais plus où Vous êtes aller. embrouillé pour ça? Parce que si tu dis on s'est embrouillé sérieux, c'est que oui, il y avait quand même un sujet, quoi. En fait, moi, ça m'a vraiment embêtée parce que c'est quand même Enfin, c'était il y a longtemps, hein, maintenant, je vous rassure, mais c'était aussi, tu fais des études, tu consultes beaucoup de livres, t'as besoin de savoir où ils sont. Et moi, je savais que je rangeais tel truc à côté de tel truc. Et enfin, je veux dire, c'était comme ça que c'était dans ma mémoire. Donc là, oui, mais c'est vrai que là, c'était quasi comme un outil de travail. Du coup, c'est comme un bureau et il faut que tu saches où sont les. Oui, et ça, je me souviens, le seuil, c'est quand tu n'es plus capable de savoir où sont tel ou tel objet. Je parle pas forcément des livres, mais les livres aussi. C'est que là, tu te dis, j'en ai trop. Parce que tu sais pas où est-ce que tu les as mis. Tu t'as beau réfléchir, essayer de compulser toutes les images là que tu as en tête. Tu te dis, mais merde, où est-ce que j'ai mis un tel truc? Et là, je suis contente parce que j'en cherchais un tout à l'heure. Et j'étais là, je suis sûre qu'il est dans cette rangée. Je suis sûre. En fait, c'est juste, il y avait une feuille devant et il était là, tu vois. Et je le savais. Et voilà, donc c'est vraiment je sais pas, un tic. Ouais, c'est le stade où tu dois apprendre par cœur ton rangement de bibliothèque. Bon, on arrive au rangement. En tout cas, si vous n'avez pas de quoi faire des petites étagères arrière pour votre deuxième rangée, vous pouvez faire juste des petites boîtes, un petit. Ce que j'allais dire, je pense qu'il y a des tutos sur YouTube. Tu peux bricoler un million de trucs. Oui, je pense bien. Et troisième rangée, donc Julie, celle-ci, c'est pour les bouquins que tu veux jamais voir. Hein. Celle-là, c'est avec les trucs de PQ, normalement, je pense, quand on est arrivé là. Non, mais c'est donc ce fameux meuble-là qui est vraiment trop profond. Et c'est embêtant, mais bon, écoute, on va faire avec. Bon, parlons de rangement, justement, on y vient, t'en parlais, Julie. Il y a plusieurs grandes écoles. Comment vous rangez vos mangas? Il y a par exemple l'ordre alphabétique. Est-ce que ça vous est déjà venu à l'idée? Non. C'est très bibliothécaire. Hein, évidemment que non. Ça n'a aucun sens. En plus, on parle de séries avec des noms d'auteurs japonais, tu vois. Donc, ils sont tous à K. Mais non, mais ordre alphabétique. Tu vas rien avoir au début et il y aura tout à K. Pas par auteur, ordre alphabétique des noms de séries. Des noms de séries. Il commence à L. Non, mais alors, en fait. Beaucoup d'isekai oui, à la lettre J. Je suis nanana. Et en fait, je pense que mon critère principal, c'est de me dire qu'est-ce qui tient, quelle série va tenir sur une rangée, sur une étagère. Tu vois? Oui, t'es en mode survie. Voilà, exactement. T'es pas du tout dans la recherche de rangement, c'est ce qu'on appelle la survie. Oui. Parce que malgré tout, l'avantage de l'ordre alphabétique, c'est que la logique, elle est universelle, tu peux tout retrouver très vite, quoi. Même ta bibliothèque, elle est pas universelle, elle est à toi, la bibliothèque. Oui, mais et à tes si enfants. t'as pas envie de l'apprendre, tu vois, si t'as pas envie d'apprendre où sont tes bouquins, tu te facilites la vie. Mais il y a pas besoin d'apprendre, on sait où ils sont les bouquins. Bah non, justement, t'en as trop. Bah non. Regarde Julie, elle sait plus. Ouais, non. Là, c'est marrant parce que je pense qu'il y a une réorganisation qui est en cours. C'est-à-dire que les enfants, ils ont décidé, tu vois, de prendre certaines séries et de dire, nous, on veut les lire, on les met là, tu vois. Genre, pour qu'elles soient accessibles. Exactement. Et il y a certaines séries qui sont trop jeunes pour lire, donc elles vont gagner quelques étagères en hauteur. Donc c'est un non total sur façon L'ordre bibliothécaire, l'ordre alphabétique. No way. Peut-être quand j'étais petit, avec mes tout premiers mangas, parce que je les ai tellement tournés, retournés que oui, à un moment, j'ai dû dire, et par ordre alphabétique, ça ressemble à ça. Bon, bah c'est claqué, on passe à la suite. Ok, alors, comme en librairie, par éditeur. Cohérence graphique, repère éditorial. Par éditeur français, tu vois. Ouais, moi je suis rangement par éditeur. Ah ouais. Oh la vache. C'est un magasin. Des formations professionnelles. Je suis plus dans une logique. Excusez-moi les gars, mais je suis plus dans une idée de fabrication et donc on garde les bouquins qui ont la même fabrication les uns à côté des autres. Même si des fois ça doit nous déchirer le cœur et de pas avoir plusieurs séries du même auteur chez le même éditeur. Alors déjà avec l'ordre alphabétique, ça aussi ça casse. Là c'est pareil, on a plusieurs séries du même auteur qui sont chez différents éditeurs qui se retrouvent partout. Les éditeurs qui ont des lignes éditoriales, c'est un bien grand mot. Mais des chartes, ça peut être. Oui, alors si tout ce qui est charté de la même manière, ça se retrouve au même endroit. Bah, tu vois, les vieux Glénat, quand ils avaient encore la capsule. Ceux-là, tu peux les laisser que entre eux, tu vois. Ils sont copains. Ouais, ils sont tellement à part, tu vois. Ils ont ce petit truc en plus que tu peux pas les mélanger avec des Kana ou avec des Kurokawa, tu vois. Il y a des images, des imageries éditoriales qui sont, je pense, trop fortes pour être mélangées les unes avec les autres. Alors que, oui. Ces Glénat-là avaient une cohérence quand même visuelle, donc c'est pour ça que moi je suis toujours resté là-dessus.
mais parce que en même temps ça correspond à ma découverte du milieu de l'édition aussi, c'est-à-dire je suis petit, je ne sais pas ce qu'est une maison d'édition, j'achète mes premiers mangas, je le sais pas non plus, je commence à repérer le logo de Kana, du coup je commence à acheter plusieurs mangas de Kana, et quand c'est Glénat, bah du coup là ça va être, c'est Marvel DC pour moi à l'époque, et du coup je suis ok, bon bah on va les mettre à côté et tout, pour pas qu'ils se bagarrent. donc ouais, pour moi c'est vrai que ça a toujours été par éditeur. Ah ouais, moi ça fait un peu librairie pour moi, mais déjà avoir le même bouquin, par contre avoir 2 fois le même bouquin dans la collection, c'est impossible, hein. J'ai un de ces problèmes, j'en profite pour vous en parler. Ah bah vas-y, j'ai c'est pas 2 vrai. artbooks Slam Dunk, la version japonaise qu'on m'a offert et la version française qu'on m'a offert. Problème, j'en ai rien à foutre des artbooks. Vraiment, c'est pas quelque chose que je collectionne ou autre. Et là, j'en ai 2. Je sais pas du tout quoi en faire. Vraiment, je ne sais pas. Je garde le japonais, je garde le français. Il y a pas de texte de toute façon, donc on s'en fout. Mais je sais pas quoi faire. Bah, une table. Je suis vraiment bloqué face à mes 2 artbooks de Slam Dunk. Au-dessus de ta bibliothèque, tu as un petit présentoir. Bah c'est là qu'ils sont là. Là, ils sont en haut de ma bibliothèque. Et tu sais, je les ai mis en facing parce que. Mais oui, mais ils sont les uns derrière les autres. Ça a pas de sens. Ça va, ils vont bien le vivre, t'inquiète pas. Bon, chers auditeurs, si vous avez des conseils, n'hésitez pas parce que mes collègues veulent pas aider du tout a priori. Non, moi, j'ai tellement de fois les mêmes éditions, enfin de différents pays, peu importe. Et sinon, on peut le faire par auteur. Par auteur, c'est un peu façon Fnac, ça fait un peu bande dessinée. Bah oui, moi si possible évidemment que dans la même maison d'édition, je vais les ranger avec, mais c'est vrai que très rapidement on se retrouve avec des petits conflits d'intérêts entre les maisons d'édition, typiquement un Boichi, tu vois. Boichi, il est problématique dans une bibliothèque parce que il y a du Doki Doki. Non, il est pas problématique pour ces raisons-là, Julie. Même si oui, il l'est aussi pour ces raisons-là. Mais il est chez Glénat, chez Doki Doki, chez Kazemanga, tu vois. Ah bah on le met où, Boichi, du coup? Dans ce cas-là, c'est compliqué. Oui, mais du coup, voilà, l'avantage, c'est que t'as la vision artistique. Tout Boichi est au même endroit, tu vois. Ah oui, moi ça me gêne absolument pas, hein. C'est encore une règle que je respecte pas. Mais moi je parlais il y a pas longtemps de Sorcière qui a été rééditée. Et ben là, ancienne édition, nouvelle édition, elles ont beau avoir 20 ans d'écart, elles sont ensemble. Après, le truc dans le manga par rapport à la bande dessinée aussi, c'est que dans le manga, il y a quand même beaucoup d'auteurs qui sont des auteurs d'une seule série, souvent un peu longue d'ailleurs. Alors que c'est pas forcément le cas sur d'autres médiums. Oui, c'est vrai que après on n'a pas accès à toutes les œuvres en France, donc évidemment on a ça, mais c'est vrai que moi je me disais je trouve que c'est trop, il y a des chartes éditoriales qui sont vraiment trop différentes d'une maison d'édition à l'autre pour que je puisse mélanger typiquement ce que je te dis pour Boichi, tu vois, mettre les Sunken Rock, je parle des Sunken Rock classiques, pas des Deluxe, calmez-vous, et tu les mets à côté des Dr Stone qui sont chartés Glénat. Ça marche pas du tout. Pour moi, ça marche pas du tout, du tout, quoi. Oui, alors qu'il y a quand même, effectivement, une fois que tu es chez le même éditeur, enfin, moi, je pensais à Doro et Doro et à Die Dark, ça va bien ensemble. En fait, moi, j'ai des casiers aussi. Enfin, c'est pas seulement des étagères, tu vois, donc tu remplis le casier avec le même auteur ou la même série. Par exemple, oui, mais il y a Doro un et Doro, casier. l'exemple est parfait, tu vois. Je veux dire, c'est le même éditeur. Doro et Doro. Oui, mais par exemple, je suis triste parce que Full Metal Alchemist, il a son casier, il n'y a plus rien qui rentre, et je peux pas mettre Noble Paysan ou d'autres séries de l'autrice. Mais ça, c'est un manque de place. Non, mais je peux pas non plus remplir un autre casier. En plus, c'est pas toujours la même taille. Oui. Il y a un problème aussi. Si t'as pris la Deluxe de Full Metal en même temps, vas-y, mets Noble Paysan à côté, je t'en supplie. Ça marche. C'est comme ça chez moi. Mais sinon, il y a l'autre classement. On peut le faire à la japonaise par classification. Est-ce que ça marche aussi? On met tous les shonen au même endroit, tous les seinen au même endroit, tous les shoujo au même endroit, etc. etc. Moi je trouverais ça plutôt joli, je crois, mais je pense que je me sentirais pas chez moi, je me sentirais pas à la maison, j'aurais l'impression d'être dans une librairie, tu vois, vraiment que quelqu'un a déjà classé les choses pour moi. Moi je pense que c'est comme ça chez moi, hein. Mais après je le dis encore une fois, moi c'est un truc très mixé où je range pas mes mangas de la même manière que mes comics, que de la même manière que mes bandes dessinées aussi. Et après tu peux casser la classification et aller par genre. Exactement, mais c'est vrai que moi les seinen sont ensemble, les shonen sont ensemble. Si jamais c'est un auteur qui a fait un shonen et un seinen, ils seront pas dans la même bibliothèque malheureusement, tu vois, dans ces cas-là. Ouais, mais si les deux c'est de la science-fiction. Alors je suis pas la Fnac déjà, du coup j'ai pas de rayon science-fiction.
Je pousse pas en tout cas jusqu'à là. D'accord, parce que moi j'ai ça, moi, tu vois, le genre est important. Après, c'est tout le travail, c'est comment tu définis le genre. Oui, parce qu'il y a des histoires, c'est à cheval sur plusieurs genres et c'est de plus en plus le cas, j'ai envie de te dire. Donc tu te retrouves avec des séries où tu peux Maximilien, hésiter. t'as un rayon science-fiction. Bien sûr. Bah, évidemment. Ah, vous avez des rayons de science-fiction. Les héros de la galaxie, tu les mets où? Bah tu les mets pas. Tu fais un choix. Non, après c'est des histoires de logique de lecture. Toi t'as les guns déjà par exemple, t'as tous les guns tu vois avec les différentes séries. Bon bah là on est sur une étagère science-fiction. C'est plus compliqué que ça, Cagnard. Comment ça? Beaucoup plus compliqué que ça. Déjà on parle de quelle édition de Gun? Ah bah ça dépend laquelle. Oui non si t'as raison c'est vrai. Moi j'ai les vieux qui sont en grand format là et c'est vrai que ceux-là c'est marrant parce qu'ils ne vont avec rien. Tu vois, si t'es absolument avec rien. Vraiment, ils ne vont avec rien. Mais ils sont uniques. Ouais, c'est ça. Ils forment un ensemble unique et voilà. Et donc, on va y arriver peu à peu parce qu'il y a aussi le rangement par format, par taille. Je sais que beaucoup de gens aiment que leurs étagères soient vraiment classées avec les mêmes tailles de manga. Donc ça peut aussi rentrer en jeu. Parce que c'est tactique. Ils sont tous à la même hauteur, tu peux mettre des trucs par-dessus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu les mets sur, non pas debout, mais sur sur le à plat. Tu les mets à plat. Ouais. Et tu les mets à plat et tu fais des petites tas de mangas à plat. Très très déconseillé. Ah mince. En termes de durée de vie du livre, tous les gens qui ont fait des études à ce sujet déconseillent ça parce qu'en fait ça abîme la reliure globalement. Mais après, moi je veux bien qu'on prenne 5 minutes pour revenir sur le cas de Julie. Il y a un truc qu'il faut que je te dise. T'as pas assez de bibliothèque chez toi. C'est une réalité, vraiment, tu vois. C'est une réalité vu la surface qu'il y a. Et là, depuis tout à l'heure, tu parles. Et à chaque fois, ton problème, c'est la même chose. Il n'y a pas assez de place. Et je suis d'accord avec toi. Mais tu n'as pas assez de bibliothèque, en fait, pour ce que t'as. Cagnard, t'inquiète pas, dans quelques années, ces enfants feront des études. Il y aura beaucoup de place. Ils seront partis. Oui, il y aura 3-4 bibliothèques. Tu sais que ces enfants vont faire des études d'architecte, évidemment, tu vois, ou d'ingénieur. Ils vont dire, bah non, mais il faut qu'on sauve maman, là. On peut pas la laisser comme ça. Revenons au rangement, Cagnard, et on arrive sur ma méthode favorite de rangement, ce que je vais appeler le rangement émotionnel. Avec certaines séries qui sont mises en avant, des favoris, des nouveautés, des coups de cœur, et une logique de lecture personnelle. Et là, à partir de ce moment-là, c'est parfait, tu peux connaître ta bibliothèque par cœur. Parce que tu l'as conçue. Alors, en revanche, c'est un peu chaotique pour les autres. Ouais, mais on s'en fiche. Parce que moi je comprends ça. Je pense que c'est toujours comment dire, un confort et c'est presque réconfortant en fait d'avoir facilement accès à tes meilleures séries, à celles et c'est là où je me dis, je comprends pourquoi j'ai mis Naruto si près de mon bureau alors qu'il n'y a pas forcément la place, mais bon voilà, comme ça je sais où il est et je peux facilement consulter. Mais oui, je pense que c'est finalement de façon presque inconsciente le premier critère de comment on range les livres. Ouais, je pense le rangement émotionnel important. Par exemple, chez moi, je vais avoir les mangas du salon qui vont être les mangas qui vont parler au plus de gens. Globalement, enfin au plus de gens de ma génération ou de gens qui pourraient venir dans mon salon. Donc ça va être globalement tout ce qui va être relié de près ou de loin au Club Dorothée. Ça va être les Dr Slump, ça va être certains Dragon Ball, ça va être les Senseiya, ça va être tout ce genre de lecture. On va pousser jusqu'à Canal+, époque Evangelion et Full Metal Alchemist et ainsi de suite. Et ça va se construire un peu comme ça par époque. Et ensuite, il y a la bibliothèque plus concentrée avec un rangement par magazine de pré-pub japonais pour les principaux shonen. Donc Shonen Magazine, Weekly Shonen Jump et les Square Enix. Des formations professionnelles. Et ensuite... Mais bah non, ça c'est faux. C'est quel métier ça? Il n'existe pas ce métier. Ouais, c'est ça, collectionneur, tu vois, tout simplement. C'est gros taré. Et ensuite, tu vas avoir les rangements par genre. Donc science-fiction, super-héros, manga de sabre, et ainsi de suite. Manga de sabre, manga de shuriken, manga de nunchaku, manga à main nue. Ceux-là, ils vont être globalement au même endroit. Et ensuite, tu vas avoir quelques petites zones, genre les mangas d'Urasawa, il a une telle production que ça occupe une grande place. Les mangas de Tezuka, ça occupe une grande place. Il a une telle production que ça marche. Et il doit y avoir des petites zones de guerre civile à certains endroits, de guérilla un petit peu. Tu peux pas
tout établir comme ça de manière aussi ordonnée. Il doit bien y avoir des coins où justement le chaos règne. De chaos, non, je me débrouille pour trouver une raison à ce chaos. Et, ah oui, d'accord, ok. Par exemple, il y a une zone qui s'appelle l'adolescence. Ça s'appelle la partie Lovina, c'est ça? Non, GTO, genre peut-être. Call of the Night, par exemple. Ah oui, d'accord. Ah ok, c'est pas les séries que toi t'as lu quand t'étais Non, ado. non. C'est plus celles qui évoquent l'adolescence. Exactement. Du coup, tu peux mettre à peu près tous les shonen dedans, a priori. Oui, mais qui ne font pas partie des principaux magazines de prépublication. C'est vrai que moi, maintenant que j'y repense, ce sont toujours exactement les mêmes titres qui sont mis en avant dans ma collection. En fait, ça a quasiment pas bougé depuis que j'ai commencé à en acheter. Et c'est-à-dire que moi, je suis vraiment dans une idée d'en mettre plein la gueule très vite aux gens qui arrivent, tu vois. Bon, après, la plupart des gens qui viennent chez moi ou qui passent par chez moi, c'est des gens qui lisent du manga déjà, tu vois. Ils repartent avec des coca aux yeux. Non, mais je veux vraiment que, tu vois, quand il y a s'il y a quelqu'un qui rentre chez moi et qui ne lit pas de manga, tu vois, ne s'y intéresse pas, je sais que je veux qu'il voit quelque chose d'impressionnant. Donc ça va être du Vagabond, ça va être du Vinland Saga, ça va être du Togashi, tu vois, du Doro et Doro. Je veux des trucs qui impactent, et ça c'est depuis vraiment que je suis jeune. Je veux vraiment des trucs qui impactent visuellement, où au premier truc qu'il va prendre, il va se dire, ouah la vache, c'est vraiment cool, quoi. Et maintenant, Et on repart avec un sac de goodies, un petit bouclette. Non, t'as intérêt à venir avec un sac de goodies déjà. Et maintenant, petite question subsidiaire pour vous. Est-ce que vous rangez les mangas une fois que vous les avez lus? Ou est-ce que si vous les avez pas lus, vous les rangez déjà dans leur collection, et vous venez les prendre quand vous aurez le temps de les lire? Ah non. Moins de 5 volumes, ça va dans la bibliothèque transitoire. Ah. Aïe. Oui, c'est la quoi fameuse ça, palle, Maxime, la pile à lire. bibliothèque C'est transitoire. une sorte de pile à lire, Non. mais qui fait la taille d'une Si bibliothèque. ça avait été une C'est pile la à lire, bille. il l'aurait dit. Là, ça ressemble à un endroit bizarre Non, où non, c'est une pile à lire. Genre, C'est t'es- une bibliothèque à lire. t'es pas loin de sauter, a priori, quand t'es dans cet endroit-là. Bah, je veux dire, il y a des mangas où je suis à peu près certain d'aller loin avec eux. D'autres, ils sont un peu sur la tangente. Relation, bon. On est en compliqué. on C'est est en compliqué. bibliothèque transitoire, quoi. Oui, il y a la fameuse palle de chevet. Ouais, mais Alors là, j'avoue que celle-là, moi, elle est quand même- je ne range pas tant que je l'ai pas lu. Je ne peux pas le mettre dans la bibliothèque tant qu'il est pas lu. Après, ma table de chevet est une mini bibliothèque. Du coup, Évidemment, pratique. évidemment. Ah, les piles à lire, on les a tous. Bon, on parle de notre rangement, nos façons de faire, mais il y a des gens qui ont fait des théories à ce sujet, hein. Ouais. Dont une japonaise qui s'appelle Marie Kondo, qui a sorti des livres, qui a fait des émissions de télé sur Netflix. Son principe, c'est chaque objet devrait susciter de la joie, ce qui marche avec le manga, hein, finalement, c'est un peu cohérent. Ouais, alors après, Marie Kondo, effectivement, son grand truc, c'est le rangement avec un R majuscule. Elle range tout, et il faut que ça soit ordonné, il faut que ça soit propre, il faut que ça soit, comment on dit en français, qu'il y ait beaucoup moins d'objets, en fait. C'est aussi une théorie du faut avoir moins pour être plus heureux. Ouais, garder uniquement ce qu'on aime par-dessus tout, quoi. Oui, mais moi, je suis fâchée avec elle parce que dans un de ses livres, elle avait quand même noté qu'il fallait avoir maximum 30 livres. 30 livres. Et moi, c'est pas possible. C'est moins. Tu peux même pas mettre certaines séries. Je sais pas compter jusqu'à 30. Moi, je commence à partir de 100, 200, mais 30, ça m'évoque rien. Voilà. Donc, moi, j'avoue que j'ai un peu de mal avec les méthodes de Marie Kondo. À part, effectivement, l'histoire de Spark Joys, etc. Enfin, il faut que. Voilà, c'est quoi ça il faut que ça t'apporte de la joie. Quand tu, ah oui, okay, la petite étincelle de vie qui apparaît quand tu prends les objets que tu aimes dans tes mains, etc. Sauf que quand t'es collectionneur, c'est ta collection qui t'apporte de la joie. Évidemment. Donc du coup, ça contredit absolument toute sa théorie. Après, ça reste... Enfin, tu vois, moi je trouve que c'est un truc qui est assez inhumain pour nous, tu vois, mais c'est une méthode qui est faite pour des gens qui ont vraiment accumulé énormément de merde dans plein de domaines différents, et c'est pour ça je pense que c'est compliqué de l'appliquer au livre. Non, enfin, elle a fait des bouquins pour l'appliquer au livre, mais pour d'autres, ce qu'on appelle une collection de mangas, c'est un assemblage de plein de merde. Oui, voilà. Typiquement, quelqu'un m'a offert le livre de Marie Kondo
en me disant regarde le bazar que tu as dans ta bibliothèque, machin. Mais tu l'as giflé déjà? Alors, c'était quoi, quelqu'un ces de ma histoires, famille, là donc ce n'est pas possible. Tu l'as giflé 2 fois du coup? Non, par contre, du coup, C'est quoi ces histoires? elle prend le premier bouquin qui lui passe sous la main dans une des bibliothèques, qui était donc de l'art d'être bordélique qu'elle m'avait offert 2 ans plus tôt, tu vois. Et que j'avais pas eu le temps de lire. Et donc je lui ai dit, allez, je pense qu'on est d'accord sur voilà, de la joie d'être bordélique, un truc comme ça. Et donc il y a pas, effectivement, elle s'est rendue compte que c'était un peu limite comme cadeau. De donner du Marie Kondo à quelqu'un qui n'appliquerait pas du tout cette méthode. Après, c'est vrai que moi, je suis pas spécialement d'accord dans l'idée parce que je trouve qu'il y a un côté optimisation que je reconnais pas trop dans l'humain, en fait. Tout simplement, en fait, t'as besoin d'avoir des trucs inutiles aussi, je trouve, parce que ce truc qui peut te paraître inutile et dont je ne me suis pas servi ces 2 dernières années et compagnie, oui, mais enfin, il est chargé de souvenirs aussi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai même jamais essayé, tu vois, parce que je trouvais que le principe même de si vous ne l'avez pas utilisé depuis 2 ans ou 3 ans, je sais pas combien, il ne sert à rien. Je trouvais que ce principe même ne pouvait pas fonctionner avec moi. Ça veut pas dire que moi, je pense que cette méthode, elle est bien pour certaines personnes qui ont des vrais problèmes, mais des vrais problèmes d'accumulation, tu vois, vraiment de choses. Moi, je suis pas du tout victime de ça. Au contraire, je fais un nettoyage d'hiver, de printemps, d'été et d'automne aussi assez facilement. Donc, tu vois, j'ai pas besoin qu'on vienne m'expliquer ce qu'il faut que je garde ou pas. Bon, en tout cas, la magie du rangement illustré, c'est sorti aux éditions Kurokawa, qui fait aussi du manga, tu vois. Donc, tout tient. Mais c'est pas la seule à avoir théorisé ou à avoir lancer des idées, des grandes idées autour du manga. Il y a quelqu'un qui s'appelle William Marks aussi, qui est un historien de la littérature, qui a aussi beaucoup parlé de rangement et qui a aussi des idées très intéressantes sur les bibliothèques. En fait, c'est pas tant une histoire de rangement, parce que là, on est vraiment sur des cours de philo. Hein. Donc, c'est des cours qu'il a donnés au Collège de France et qui sont des cours d'une heure, des conférences. Et disons qu'en 2020, il avait commencé sur ce qu'il appelait la bibliothèque du monde. Et maintenant, la série la plus récente est en fait une série qu'il a intitulée Les bibliothèques invisibles. Rapport au fait que de plus en plus de gens lisent en dématérialisé, qu'on a de moins en moins de visibilité sur les bibliothèques publiques. Et donc, c'est vraiment une réflexion très profonde sur qu'est-ce qu'une bibliothèque, qu'est-ce qu'un livre, qu'est-ce qu'un texte. Et il décortique tout ça sur une série de 6-7 épisodes. Et, tu peux le résumer en une phrase? Pas du tout. Et ce serait insultant de le faire, vraiment. Et c'est intéressant parce que effectivement, c'est donc un historien de la littérature, mais c'est aussi un professeur de littérature comparée. Et il a travaillé au Japon, à Kyoto également. Donc, c'est vraiment une réflexion sur qu'est-ce qui fait du sens autour de ces objets qui sont des bibliothèques. Et moi, j'aime beaucoup parce qu'il a vraiment développé des concepts très intéressants, notamment donc ce qu'on disait tout à l'heure de la bibliothèque. Finalement, c'est une réalité mentale. C'est quelque chose qui existe en nous avant d'être ensuite transformé dans la physicalité, j'allais dire, de la matérialité des objets, que ce soit un meuble avec des étagères et des livres en papier, et qui sont même une fois dématérialisés, les livres existent, et les livres n'existent que parce que nous, les lecteurs, on les lit. Donc c'est vraiment très poussé. Et j'aime bien cette idée aussi qu'il a développée de la 5e dimension, puisque donc il y a l'espace, il y a le temps, mais il y a si on continue comme ça à parler de 3e ou 4e dimension, pour lui, il y a la 5e dimension, en fait, qui est celle que seulement les livres nous permettent de comprendre, ou à laquelle on peut accéder seulement en devenant lecteur du contenu de ces objets. C'est super intéressant. Et il y a un autre truc aussi qu'il expliquait. Il faisait une analogie par rapport aux théories de Karl Marx. Il s'appelle William Marx. Sur la plus-value des bibliothèques qui viendrait de leur classement. Autrement dit, la bibliothèque est plus que la somme des livres qu'elle contient. Elle contient plus de savoir, plus d'informations que la somme des informations particulières
contenu dans chacun de ces livres, car ces livres ne sont pas placés au hasard, ils occupent une place particulière, à un endroit qui n'est pas toujours interchangeable, et c'est cette plus-value qui va donc donner quelque chose d'ordre mental et émotionnel. Le fait qu'ils soient interconnectés entre eux aussi et qu'ils ne représentent pas juste une unité de lecture, une histoire, mais plus un univers au final qui te représente toi en tant que lecteur au final, et ça marche pour les films et ça marche pour la musique si tu fais des collections de vinyles ou de CD. Et je trouve ça important dans le cadre du manga parce qu'on est sur parfois des séries assez longues, et en fait la longueur de la série peut parfois te donner l'impression d'une grandeur d'univers. Regarde, à l'époque, on avait vraiment ce truc très, tu sais, les encyclopédies. Tu as vraiment dans les bibliothèques des parents et compagnie. Oh, c'est une grosse encyclopédie, elle doit être très intelligente et compagnie. Donc je pense que un peu, tu sais, de manière automatique, on s'est un petit peu tous dit, alors peut-être en partant de l'état d'esprit d'un enfant, tu vois, de se dire. Plus il y a de livres dans ma collection et plus, tu sais, pas plus je suis intelligent, mais plus ça veut dire que c'est vraiment bien, tu vois. Et donc, le côté profusion a toujours fait partie des bibliothèques. Les bibliothèques les plus admirées sont toujours des bibliothèques remplies à ras-bord. Et bizarrement, à côté de ça, c'est pas ce que je veux pour chez moi. Je ne veux pas, mon chez moi n'est pas une bibliothèque. Je ne supporterai pas que tous mes murs soient recouverts de bibliothèques, tu vois. Est-ce qu'on peut parler aussi de A.B. Warburg ? Oui, parce que c'est un historien de l'art allemand du début du XXe siècle. Et en fait, il est cité donc, par William Marx, dont on parlait un peu plus tôt. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, comment dire, nous, on est vraiment tombés dans un monde d'images. Enfin, c'est le manga, ça a beau être du texte et de l'image, je pense que c'est beaucoup de gens qui s'accordent à dire que c'est plus de l'image que du texte. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, donc Abi, enfin, je sais pas si on dit Abi, parce que c'est un nom allemand. Je sais pas le prononcer. Tu prends un accent allemand et puis tu fais comme tout le monde. Tu ne prends pas d'accent allemand et tu ne dis même plus son nom, donc, dis ce qu'a dit tout de suite. Monsieur Warburg, donc, c'est l'un des fondateurs de ce qu'on appelle l'iconologie. Donc qui était vraiment l'étude des dessins, des métaphores, des allégories aussi. Donc tous ces figures à visage humain qui représentaient des vertus, représentaient des symboles. Et ça a commencé finalement assez tard dans l'histoire de l'art, parce que lui, il est vraiment revenu à des façons de décrire vraiment les images pour ensuite essayer de les analyser. Et c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui a vraiment consacré sa vie à l'étude de l'art, et il a fondé petit à petit une bibliothèque immense qui avait apparemment 80 000 livres et qu'il a donc transféré en Angleterre, parce que évidemment c'est arrivé juste avant que la guerre n'arrive et que une partie de sa bibliothèque vole en fumée. Donc, et il les rangeait dans quel ordre, lui? Je ne sais pas. On aurait dû lui demander. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est origine du cuir. Comment dire, c'est intéressant aussi toute cette partie sur l'histoire de l'objet livre aussi, qui ces derniers temps, je sais pas comment il aurait comment accueilli l'idée que les livres étaient en train de se dématérialiser, tu vois. C'est intéressant comme question. Alors ça ne concerne pas les livres dématérialisés, mais parlons aussi un peu de conservation des mangas pour terminer cette émission. On va pas réinventer l'histoire du monde des domiciles, mais globalement, il faut contrôler la température et l'humidité, parce que un livre, ça absorbe l'humidité, ça rejette l'humidité, ça casse quand c'est trop sec, ça peut gondoler quand c'est trop humide. Le jaunissement peut arriver avec l'humidité, avec la lumière, donc les caves, les greniers, les pièces pas du tout ventilées, faut éviter au maximum quand on peut. Oui, moi j'ai perdu pas mal de soldats dans ce genre de bataille, parce que je n'étais absolument pas conscient. Enfin, tu sais, on n'avait pas ce genre de connaissances non plus à l'époque. Enfin, en vrai, si tu demandais à un bibliothécaire, je pense que même à l'époque, même dans les années 90 ou 2000, il te l'aurait dit, tu vois. Oui, bien sûr. Non, en fait, un livre, faut pas qu'il soit exposé à la lumière ou autre. Et du coup, moi, j'avoue que j'ai perdu pas mal de soldats dans cette affaire. Et d'ailleurs, Maximilien, cette ancestrale guerre qui nous oppose entre Fly et Dragon Quest, je peux te dire d'avance qu'elle a une fin. Et c'est pour ça que
j'y mets autant d'intensité, c'est que mes fly Ils sont tout de jaunes. j'ai lu manga, ils sont tout jaunes. Ils ont une durée de fin, tu vois, littéralement. Là, ils existent encore un petit peu, mais je sais très bien. Après, j'avoue que c'est aussi un truc avec lequel je suis de plus en plus à l'aise maintenant de perdre mes mangas. Enfin, de perdre mes mangas, mes BD, mes comics, tu vois. Je suis de plus en plus à l'aise avec cette idée parce que de plus en plus, je me dis que les histoires, elles sont en moi quand même, tu vois. Je les ai lues, je les connais pas à la perfection, évidemment. Mais même si je les perds, même si aujourd'hui, toute ma collection de BD brûle, ça n'enlèvera rien à tout ce que ces BD m'ont apporté et tout ce que je sais, tout ce que ça m'a appris et compagnie. Donc, c'est vrai que même sur le côté conservation, je suis un cas social, tu vois, vraiment, je fais rien pour les sauver. Mais tu je vais te donner vivras ou quelques mourras, conseils, justement. Alors, déjà, maintenant, sur Internet, on peut très facilement trouver, pas trop cher, des petits appareils. Alors, les piles durent 1 an et demi, 2 ans, mais où on peut avoir l'hygrométrie, l'humidité chez toi et la température. Ça coûte vraiment pas grand-chose, ça s'achète par 4 ou 5. Et avec ça, déjà, vous pouvez au moins contrôler ce qui se passe chez vous pour une poignée d'euros. Non, tu peux pas contrôler, tu peux savoir. Tu peux savoir, oui, tu contrôles avec tes yeux. Tu contrôles pas encore le temps, Maxime. Les températures, ce qui est conseillé, c'est d'être entre 16 et 23 degrés, bon, comme un domicile en fait, hein, avec une variation de 1 à 2 degrés par semaine. Ça va encore. L'humidité relative, elle doit être entre 40 et 60 environ, avec une variation de 40 et 60% d'humidité, avec une variation de 5% par semaine. Là aussi, c'est plus ou moins comme une maison. Puis ensuite, il y a tout ce qui est renouvellement d'air et brassage d'air. Donc, votre bibliothèque doit être porte ouverte. Déodorant. Direct. Non, mais soit t'as une vraie aération, soit non, tu ne mets pas de déodorant. Je viens de comprendre, pardon. Toi, Maximilien, tu les suis ces conseils? Oui. Ouais, ça m'étonne pas. Ah oui, Gros tarif. J'ai même en fait plusieurs endroits parce que j'ai pas la même humidité au fond à droite que à l'entrée. Oui, toi après t'es maison aussi, mais toi du coup t'es beaucoup plus victime de l'humidité par exemple. Bien sûr. Moi qui suis en appartement où en vrai il y a 0 truc d'humidité chez moi, donc il y a pas de souci. Ça dépend, tu vois. Dans Paris, il y a plein, il y a plein d'appartements qui sont pas du tout bien isolés aujourd'hui. J'habite à Marseille. Bonjour. Et à Marseille aussi, il y a plein d'endroits, mais il fait juste c'est plus vrai. chaud. En fait, Marseille c'est pire, je crois, en termes d'humidité. Non, c'est pas. Enfin, C'est pas pire. C'est en bord de mer et tout, si. Oui, peut-être un petit peu. Mais sur d'ailleurs, les appartements et tout là-bas. au Japon, je vais pas attaquer les Marseillais, on vous adore. Au Japon, c'est un vrai problème. L'humidité, parce que il y a des gens qui, pareil, tu vois, laissent leurs livres longtemps chez leurs parents, où ils se disent un jour je viendrai les chercher, et puis ils se rendent compte et que ça gondole. c'est pire, c'est que ça moisit. Enfin, je veux dire, vraiment, ça peut très vite se détériorer. T'as les moisissures, et puis à partir du moment où tu commences à avoir les moisissures, tu as les insectes qui aiment le papier, qui aiment manger le papier et qui peuvent aussi te détruire totalement ta collection. Donc c'est pour ça que c'est important aussi, alors selon où on vit évidemment, de contrôler tout ça, des humidificateurs. Tu contrôles un peu? Non. Température, exposition même à la lumière ou autre? La lumière, j'essaye de faire attention, mais en fait, parce que soleil direct, c'est jaunissement. Moi, je viens de plaquer des petits originaux chez moi là. Ils sont plein phare lumière. Oh non! Et je suis vraiment en mode genre, mais pourquoi tu fais ça? Enfin, tu sais ce qui va se passer. Moi, justement, j'avais. Comment dire, ça avait demandé un peu de réflexion, de savoir où est-ce que j'allais mettre. Alors, c'est pas des originaux, hein, mais quand tu as des jolis, comment on dit, facsimilés, que tu as envie de mettre dans ton salon pour faire joli. Alors, j'étais là, genre non, s'il y a le soleil qui tape là, je vais le mettre un peu plus à gauche, un peu plus. Enfin, et c'est vrai que non, la lumière, je pense, ça me stresse un peu plus que l'humidité, parce que je pense que là, on est quand même. Enfin, on a de la chance dans nos contrées tempérées. Mais c'est sûr que c'est. Enfin, il faut juste faire. Enfin, les ouvrir régulièrement, quoi. Mais tu vois, genre être collectionneur de mangas au Japon, vu le niveau d'humidité qu'il y a là-bas. Je me dis, mais alors tu sais, c'est le pays du manga, mais du coup, c'est le pire écosystème pour le manga quelque pour part, tu vois. Enfin, après, moi, j'y étais l'été, donc c'était une horreur, tu vois. Oui, ça dépend des zones aussi. Oui, c'est vrai que s'il avait été dans le nord, ça aurait été quand même un petit peu différent. Après, c'est aussi, enfin, c'est pas un objet, comment dire. Oui, bien de sûr, collection. Il y a eu des gens mais... qui vont s'y attacher et qui vont essayer de le collectionner, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes pour qui finalement un manga c'est un objet
de consommation courante. Ouais, c'est un poche, c'est un poche classique chez nous. Ensuite, dans les autres petits conseils, pensez aussi à pas trop serrer les livres, puisque ça peut très vite abîmer les couvertures. Et ça, y a pas moyen. Hein. Et les reliures. Je connais aussi certains collectionneurs qui utilisent des pochettes plastiques. Ça a fait ses preuves. Après, c'est long pour lire ton manga. Ouais, puis je trouve peut-être pour les transporter, mais pas, enfin, je sais pas, pour les ranger vraiment. Bien sûr, oui. Ah, mais je trouve. Après, ça vient du comics, hein, tu sais, avec les facsimilés dans le comics où voilà, tu les vends pour justement les préserver. Mais pour moi, il y a un côté tellement intouchable là-dedans que je perds vraiment. Tu sais, je tombe sur une bibliothèque chez quelqu'un où il y a des facsimilés, où il y a des mangas sous blister, je les touche pas, je les regarde pas, je les ouvre pas. Et donc, je pense qu'il veut pas que tu fasses ça. Et oui, peut-être, ouais, ça va, tu parles de toi, très bien. Ok, je viens de comprendre. Non, moi je suis vraiment pas du tout pochette plastique. Non, t'en as pas en plus. Mais c'est vrai que moi, ça me donne vraiment un côté de. Ça ne m'invite pas à prendre le bouquin, tu vois. Et pour terminer cette émission en une image, à quoi ressemblerait votre bibliothèque idéale ? Moi, je commence. Moi, ce serait un endroit, une pièce très haute plafond où il me faudrait absolument une échelle sur roulette pour aller chercher mes bouquins. Waouh. À certains endroits, tu vois. Belle la bête. Moi, je rêve, en fait, tu sais, de vraiment une bibliothèque avec une grande hauteur de plafond. J'ai besoin d'une échelle et je pousse l'échelle comme ça sur des roulettes. Et je pourrais me pousser avec en étant dessus sur des roulettes sans tomber. Et j'attraperai. Ah, j'ai ce manga, super. Et si je rajoute à ça un robot Maximilien à qui tu peux ordonner d'aller chercher les mangas. Ça s'appelle un entrepôt de distributeurs. Ça s'appelle un entrepôt Amazon et oui, je suis investisseur. Ouais, non, mais du coup, c'est pas une bibliothèque. C'est un entrepôt. C'est une forme de bibliothèque, hein, un entrepôt. Non. Un petit peu quand même, hein, d'un point de vue purement lexical. En une image, vos bibliothèques idéales. Alors, je vais vous paraître très très con, mais moi, c'est toujours la bibliothèque des autres. C'est vraiment la bibliothèque des autres. Moi, la mienne, elle sera jamais idéale. Je le sais très bien, tu vois. C'est un combat contre moi-même qui n'aura jamais de fin. Par contre, il y a vraiment un truc qui me passionne, c'est de voir les bibliothèques des gens. Et je trouve que quand tu vois la bibliothèque de quelqu'un, ça en dit tellement long sur la personne, et que la personne soit timide ou soit exubérante, je trouve que la bibliothèque de quelqu'un d'autre, c'est vraiment, enfin, des fois je pense que je suis même mal poli quand j'arrive chez les gens, donc je demande même genre ça te dérange pas si je regarde ta bibliothèque et compagnie, parce que vraiment je trouve que la bibliothèque idéale, je sais que ça sera pas la mienne, donc c'est forcément celle d'un autre, ou celle où je vais dire ah, le bâtard ou la bâtarde. Genre, dans sa bibliothèque, tous les titres sont cohérents et tout est bien. Et ça, j'avoue que moi, c'est vraiment, ça me passionne. Je suis passionné des bibliothèques des autres. Moi, je sais pas trop. J'ai pas, parce que tu m'as posé la question, donc j'ai 15 000 images qui sont venues en même temps dans ma tête. Mais sur ces images-là, combien étaient en train de brûler ? Non, aucune. Ok, très bien. Ça, c'est déjà vraiment... Ça va être un peu long, du coup. Mais non, je pense que ça reste une bibliothèque accessible, en fait. C'est vraiment... je pense pas que... évidemment, on a toujours envie d'en avoir plus. On se dit toujours, si j'avais la place pour mettre cette série, ou si j'avais le budget pour m'acheter telle édition. Mais au final, c'est aussi sympa de se dire, il y en a, ils sont là, ils sont vraiment... Enfin, ils sont à moi, et je suis fière de pouvoir les partager. Par contre, il y a des... Moi, ce qui me fait mal, c'est la bibliothèque idéale, c'est de retrouver certains titres qui sont plus édités et qui sont maintenant, inaccessibles. Ça, c'est le même. Il y a le côté la chance, t'as pu lâcher à l'époque ce truc et tout. Moi, je l'ai jamais eu. Il y a aussi ce côté-là dans la bibliothèque des autres, je trouve, de la bibliothèque idéale, tu vois. Parce qu'il y a toujours les titres que toi, t'as pas eu, qu'ils ont. Et ce qui est important aussi, c'est que la bibliothèque, en général, ressemble au lecteur qu'on est. De toute façon, ça restera, c'est forcément ça. Ça m'évoque une conversation que j'avais eue à la fac avec une de mes colocs, où je lui avais prêté, c'était pas du tout une lectrice de manga, mais du coup, j'essayais de la lancer un petit peu dedans. Et du coup, je l'essayais avec des mangas un petit peu, avec du Urasawa, du Monster, tu vois, des trucs un peu polar et tout. Elle était à fond série TV, tu vois, donc j'avais cette idée-là. Et je me souviens que
Je lui avais prêté un titre, je me souviens même pas lequel, tu vois. Et elle m'avait fait un retour en me disant ouais, c'était pas ouf, compagnie, je comprends pas pourquoi t'as aimé autant ça et tout. Et je lui avais dit en vrai, là, ce que tu viens de me dire, j'ai trouvé ça hyper agressif parce que en te prêtant ce manga, en fait, je t'ai prêté une partie de moi. Et elle s'est foutue de ma gueule, mais vraiment d'une force. C'est et triste. ça, c'est bon, non, ça va, t'inquiète, c'était il y a longtemps. Bah oui, mais mais ça m'a marqué en fait. Ça m'a marqué parce que j'étais là. Bah, alors, tu te fous de ma gueule, y a pas de souci, c'est gratuit. Mais par contre, ce que je te dis, c'est vrai. Je viens, que ça soit un film, un roman, un manga ou autre, je t'ai prêter une partie de mon vécu, de mon expérience, tu vois. Et en parlant comme ça, tu ne l'as absolument pas respecté. Tu ne m'as pas respecté du tout. C'est pas moi qui l'ai dessiné, c'est pas mon daron, mais en me parlant comme ça, tu n'as pas respecté ce que je t'ai prêté. Ah non, mais en fait, j'étais en train de me dire que la meilleure bibliothèque, c'est d'avoir une capsule corp, en fait. Et vraiment, là, t'as pas de souci. Et sinon, je sais pas, j'ai repensé aussi... quand tu parlais de l'échelle et tout, ça m'a fait penser à Bibliophile Princess. Parce qu'il y a vraiment s'il y a un bouquin, enfin, en tout cas, un manga qui parle de l'amour des livres, c'est vraiment celui-là. Donc, n'hésitez pas à le lire. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. N'hésitez pas à partager des photos de vos bibliothèques également sur nos réseaux sociaux après l'écoute de cette émission. Bon rangement à tous, bonne lecture et n'oubliez pas qu'une bonne bibliothèque, c'est une bibliothèque avec Psyren dedans. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, salut. Merci. Salut.